chaperone thing. He's being left there to have to get on with it. When the parents go away is always the problem. Le silence londonien était rompu non pas par l'agitation habituelle de la circulation, mais par des rumeurs qui se propageaient du palais de Buckingham aux quatre coins de la Grande-Bretagne. La princesse Anne, longtemps considérée comme le membre le plus inébranlable de la famille royale, venait de prononcer des paroles qui allaient changer le cours de la monarchie. Avec une précision posée, elle déclara que le roi Charles était inapte à régner et à cet instant, un voile se déchira. Pendant des décennies, elle s'était tenue dans l'ombre de son frère, soutenant son rôle avec discipline et sens du devoir, mais elle s'affirmait désormais comme la voix de la réforme remettant en cause non seulement son autorité, mais aussi la survie même du trône tel qu'on le connaissait. Le choc de ces paroles se propagea plus vite que n'importe quelle annonce royale de l'histoire récente illuminant les écrans de télévision, les émissions de radio et les plateformes numériques du monde entier. En Grande-Bretagne, les gens s'arrêtaient dans les cafés, les bus et les bureaux pour écouter. Les commentateurs ont comparé l'événement à la crise d'abdication des années 1930, lorsque le roi Édouard s'est retiré, mais cette fois l'étincelle est venue de la famille elle-même. Le moment n'aurait pas pu être plus instable. La Grande-Bretagne était confrontée à des turbulences politiques après de nouveaux débats sur l'austérité gouvernementale, la frustration de la population face aux inégalités et au coût de la vie alimentant déjà le ressentiment. Les médias internationaux de Reuters à la BBC ont établi des parallèles entre l'appel au changement d'Anne et la crise de confiance plus large à laquelle sont confrontées les institutions traditionnelles en Europe. Comme l'a observé DW, la monarchie n'a pas été épargnée par la vague mondiale de réformes où les traditions sont mises en balance avec la transparence et le service public. L'intervention d'Anne ne constituait pas seulement une remise en question de la condition physique de son frère, elle lui rappelait aussi ses propres décennies de service. Elle n'avait jamais recherché le glamour ni le scandale, ce qui conférait à ses propos une crédibilité qui manquait aux autres membres de la famille. Les sondages d'opinion réalisés en quelques heures ont révélé une nette inclination, près des 2/3 des personnes interrogées affichèrent de la sympathie pour la position d'Anne. Les analystes ont noté que son image de princesse active, toujours présente aux œuvres caritatives et aux événements communautaires, contrastait fortement avec la perception de Charles distant et fragile. À l'ère du jugement numérique instantané, ce contraste était dévastateur. Au cœur de ce moment se trouvait non seulement une querelle familiale, mais un choc de vision. Charles s'accrochait à la couronne en tant que gardien de la tradition façonnée par sa préparation de toute une vie à la royauté. Anne, en revanche, incarnait le service avant tout, reflétant la demande croissante du public pour des dirigeants qui agissent plutôt que de symboliser. Des voix internationales ont amplifié ce clivage. Des commentateurs du New York Times ont décrit que la Grande-Bretagne était désormais confrontée à un choix, la monarchie vestige nostalgique, ou institution réformée soumise à la responsabilité. Parallèlement, Al Jazeera a souligné l'ironie du sort, l'appel le plus fort à la modernisation provenait de la maison de Windsor elle-même. Le palais lui-même devint un bastion de tension. Derrière les portes dorées, les principaux conseillers se réunissaient en séance d'urgence. Camilla, défendant farouchement son mari, mettait en garde contre toute trahison et craignait un effondrement de la monarchie. Pourtant, de nombreux conseillers conscients du danger d'attaquer Anne préconisaient de la retenue. Ils reconnaissaient que la réputation d'Anne aux yeux du public était quasiment intouchable. Le poids de l'histoire pesait sur Charles qui restait silencieux, absorbé par le fait que sa propre sœur l'avait déclaré inapte. À la tombée de la nuit, les chaînes de télévision ont rediffusé l'interview d'Anne en boucle. Ses paroles calmes mais tranchantes résonnaient comme un verdict. Charles n'a jamais été digne d'être roi. Il devrait démissionner maintenant. Les téléspectateurs ont décrit ce moment comme glaçant un coup de poignard en plein cœur de la monarchie, mais délivré avec un aplomb impossible à ignorer. Sur les réseaux sociaux, les hashtags appelant à des réformes ont atteint le sommet des tendances en Grande-Bretagne et à l'étranger. Même dans les pays du Commonwealth du Canada à l'Australie, les commentateurs se sont demandé si cette fracture, au sein de la monarchie, ne risquait pas de relancer les débats républicains. L'effet fut immédiat. Dès le lendemain matin, les journaux affichaient l'image d'Anne à la une, la désignant soit comme la sauveuse de la couronne, soit comme l'artisane de sa chute. Le Guardian présentait l'événement comme un jugement attendu depuis longtemps, tandis que le Télégraphe mettait en garde contre une rébellion aux gants de soie. Le Daily Mail, avec son dramatisme habituel, se demandait si la monarchie pouvait survivre. À chaque gros titre, un message clair, la Grande-Bretagne avait franchi un seuil. Ce n'était pas un scandale passager. C'était le début d'une lutte qui allait opposer la fidélité à la tradition à l'impérieuse nécessité du changement. L'enjeu n'était pas seulement le règne de Charles, mais la crédibilité de la monarchie elle-même dans un monde du XXIe siècle, las de privilèges sans but. Les paroles d'Anne semèrent un doute qui grandit d'heure en heure. Le roi était-il un symbole de continuité ou un homme déconnecté de sa propre nation? Et si sa sœur, incarnation du devoir royal, n'avait pas confiance en lui, pourquoi le peuple l'aurait-il fait?
La première fracture était apparue visible non seulement dans les murs du palais, mais aussi dans l'âme d'une nation. Le terrain était propice au conflit et son issue déterminerait si la couronne survivrait ou si elle s'effondrerait sous le poids de l'histoire et des réformes. La question se posait désormais dans tous les foyers, était-ce le début d'un renouveau pour la monarchie ou le prélude à son effondrement? La tempête déclenchée par la déclaration de la princesse Anne ne se limita pas aux murs du palais. Partout en Grande-Bretagne, salons pubs et lieux de travail bourdonnèrent de conversations, chaque voix alimentant un brasier national. La monarchie, longtemps enveloppée d'une aura de continuité intangible, était désormais confrontée à son défi interne le plus direct depuis des générations. Ce qui avait commencé comme une simple interview s'est rapidement transformé en une crise généralisée qui a touché la politique, la société et la famille elle-même. La réaction du public fut vive et polarisée. De nombreux Britanniques, ordinaires, lassés des scandales et des dépenses somptuaires, se rallièrent à Anne. Ils voyaient en elle non seulement une royale chevronnée, mais aussi une servante dévouée, ayant travaillé sans relâche et sans se plaindre. Les sondages d'opinion publiés par YouGov dans les 48 heures montraient que plus de 60% des personnes interrogées étaient favorables à une transition du pouvoir, William et Catherine étant considérés comme les héritiers naturels d'une nouvelle monarchie moderne. Les commentateurs de la BBC soulignèrent que ces chiffres reflétaient non seulement le mécontentement envers Charles, mais aussi un changement générationnel plus large, les jeunes Britanniques privilégiant de plus en plus la transparence et le service au détriment de la tradition familiale. À Westminster, la réaction fut tout aussi explosive. Les législateurs débattirent ouvertement pour savoir si les propos d'Anne constituaient une trahison ou un signal d'alarme attendu depuis longtemps. Des figures de l'opposition saisirent l'occasion pour s'interroger sur la pertinence du financement d'une famille royale en période de difficultés économiques. Un député travailliste affirma au Parlement que l'argent des contribuables ne devait pas soutenir une monarchie réfractaire au changement, tandis que des partisans du Parti conservateur rétorquèrent que la couronne demeurait un pilier essentiel de l'identité nationale. Des médias internationaux comme Reuters observèrent comment la crise royale s'était imbriquée dans la politique intérieure, amplifiant les appels à des réformes budgétaires et à des débats constitutionnels. Au sein de la famille royale, le fossé s'est creusé. Guillaume et Catherine, déjà symboles d'une monarchie plus jeune et plus accessible, ont discrètement affiché leur soutien à Anne. Les photos du couple visitant des écoles et des hôpitaux ont suscité un regain d'intérêt en ligne contrastant avec les images de Charles, l'air frêle et renfermé. Les analystes de DW ont décrit cette situation comme une bataille non seulement politique mais aussi imagée. Anne-Guillaume et Catherine incarnaient le sens du service et l'énergie, tandis que Charles apparaissait accablé et en décalage avec son temps. La sphère numérique a accéléré le conflit. Sur des plateformes comme X et TikTok, des millions de personnes ont partagé des extraits de la déclaration d'Anne, les associant à des scènes de faste royale juxtaposées à des communautés en difficulté. Le récit qui se formait était brutal mais efficace, un roi dépassé, s'accrochant à la tradition face à une alliance familiale prometteuse de pertinence. Les hashtags appelant à la réforme se sont répandus dans le monde entier, tandis que des mèmes présentant Charles comme une figure du passé inondaient les fils d'actualité. Ce qui autrefois aurait pu être contenu par les services de presse du palais a désormais pris une ampleur incontrôlable. La presse elle-même sentait le sang couler. Le Guardian publia un long éditorial présentant Anne comme la conscience de la monarchie, tandis que le Times se demandait si William pourrait accéder au trône plus tôt que prévu. Les tabloïds amplifièrent chaque détail des gestes subtils de Catherine lors d'événements publics aux expressions solennelles de William lors de ses récentes apparitions. Même les chaînes d'information américaines et européennes consacrèrent des heures à analyser la lutte de pouvoir, la reliant à des débats plus larges sur la réforme institutionnelle dans les démocraties du monde entier. Al Jazeera suggéra que le conflit de Windsor reflétait les mêmes pressions qui secouent les élites traditionnelles ailleurs de Paris à Washington. Derrière la grandeur de Buckingham, le fardeau émotionnel s'alourdissait. Charles, souvent décrit comme sensible et introspectif, luttait contre un sentiment de trahison. Ses conseillers le pressaient de prendre une décision ferme, mais il hésitait, craignant que tout faux pas ne confirme les critiques de sa sœur. Camilla se faisait de plus en plus entendre, réclamant des représailles rapides contre la déloyauté présumée d'Anne, mais les esprits plus calmes avertissaient que la punir enflammerait l'opinion publique. Dans les coulisses du pouvoir, les rumeurs se faisaient de plus fortes, le règne du roi était peut-être déjà irrécupérable. La fracture était également personnelle. Guillaume se retrouva tiraillé entre la loyauté envers son père et la responsabilité de préparer son accession au trône. Catherine, pragmatique et médiatique, comprit l'élan qui se développait en leur faveur, mais appela à la prudence, sachant que tout signe d'ambition pourrait être perçu comme de l'opportunisme. Leurs enfants, bien qu'à l'abri des projecteurs, devinrent des symboles de continuité dans la couverture médiatique, accentuant encore davantage le fossé générationnel.
Les observateurs ont souligné que la monarchie avait déjà traversé des tempêtes de l'abdication d'Édouard VIII à la mort tragique de la princesse Diana. Pourtant, cette crise était unique, car elle s'est déroulée en temps réel, amplifiée par les réseaux sociaux et une couverture médiatique mondiale. Ce spectacle n'était pas seulement une affaire britannique, mais un sujet de fascination mondiale suivi par des millions de personnes qui voyaient dans cette lutte un reflet de la lutte de leur propre société entre tradition et réforme. Au fil des jours, le palais tenta de projeter une image de stabilité par des images soigneusement mises en scène de Charles assistant à de brèves réunions ou se promenant dans les jardins. Pourtant, le public ne fut pas convaincu. Chaque tentative de résilience ne fit qu'accentuer le contraste avec l'énergie qui entourait Anne et les jeunes membres de la famille royale. Les analystes politiques affirmèrent que Charles était confronté à un choix impossible: s'accrocher au pouvoir et risquer de perdre toute importance ou céder avec grâce et préserver la survie de la monarchie à long terme. À la fin de la semaine, la monarchie n'apparaissait plus comme un symbole d'unité. Elle était devenue le théâtre d'une querelle familiale aux conséquences nationales et mondiales. La contestation d'Anne avait ouvert une plaie difficile à refermer. La question qui pesait désormais sur la Grande-Bretagne n'était plus seulement de savoir si Charles survivrait, mais si l'institution elle-même pourrait s'adapter assez vite pour survivre. L'avenir de la couronne, autrefois considéré comme assuré, tremblait désormais au bord de l'incertitude. Au cœur de la tempête qui suivit la déclaration choquante de la princesse Anne, une figure refusa de capituler. La reine Camilla, habituée depuis longtemps aux critiques et à la survie sous les projecteurs royaux, apparut comme la plus acharnée défenseur de la tradition. Pour elle, la déclaration d'Anne constituait non seulement un défi pour Charles, mais aussi une menace directe pour la continuité de la monarchie et pour sa propre position de reine consort. Alors que Charles était de plus en plus paralysé par le doute et l'épuisement, Camilla résolut de lancer une contre-attaque qui restaurerait son autorité et projetterait sa force. Sa stratégie se déploya rapidement. En étroite collaboration avec des conseillers médiatiques de confiance, elle lança une campagne visant à se présenter comme la gardienne de la tradition royale. Des photographies soigneusement sélectionnées la montraient dans un cadre digne parcourant des domaines historiques, saluant les dirigeants locaux et évoquant la continuité en période de turbulence. Elle accepta des interviews avec des radiodiffuseurs compatissants où ses propos mettaient l'accent sur la stabilité, la tradition et la loyauté envers la couronne. La monarchie est le fondement de notre identité nationale. Dans les moments d'incertitude, nous devons nous appuyer sur elle pour trouver la force, déclara-t-elle lors d'une intervention largement diffusée. Ce message trouva un écho auprès de certains, notamment parmi les Britanniques plus âgés, nostalgiques de la stabilité, mais il ne parvint pas à apaiser les interrogations suscitées par Anne. Alors que la campagne de Camilla gagnait du terrain, une révélation dévastatrice fit surface. Le Guardian publia les détails d'un document confidentiel intitulé Royal Downsizing. Signé par la princesse Anne et le prince William, ce plan proposait des réformes radicales qui réduiraient les coûts de fonctionnement de la monarchie de près des 2/3. Il prévoyait la fermeture ou la transformation de plusieurs domaines royaux en institutions publiques, des réductions drastiques des effectifs et une grande partie du budget réorientée vers l'éducation, la santé et les projets communautaires. Ce document n'était pas présenté comme une proposition mais comme un manifeste, une vision d'une monarchie redéfinie par le service plutôt que par la grandeur. Cette fuite a électrisé la nation. Pendant des années, les critiques avaient remis en question le coût de l'entretien des palais et des privilèges royaux en période d'austérité. Mais ces inquiétudes étaient désormais concrétisées par les membres de la famille royale eux-mêmes. Des foules se sont rassemblées devant le palais de Buckingham brandissant des banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Le devoir avant tout » et « Notre avenir avec Anne et William ». Les analystes de Reuters ont observé que le manifeste touchait directement l'opinion publique, frappant au cœur de la défense de la tradition par Charles. Les commentateurs de la BBC ont souligné qu'il était sans précédent que des membres de la famille royale de haut rang s'alignent aussi publiquement sur un programme réformiste remettant en cause la structure même de la couronne. Camilla réagit avec fureur. Pour elle, le manifeste était non seulement une trahison, mais aussi un sabotage, une tentative calculée d'affaiblir Charles au plus fort de sa vulnérabilité. Derrière les murs du palais, elle accusait Anne et Guillaume de chercher à démanteler la monarchie pour leurs propres ambitions. Pourtant, hors de ces murs, la réaction du public révélait une toute autre réalité. Pour beaucoup, le manifeste symbolisait l'espoir d'une monarchie capable d'évoluer, de se défaire de ses excès et de renouer avec les citoyens ordinaires. Des voix politiques se faisaient l'écho de ce sentiment. Plusieurs députés saluèrent le plan, le qualifiant de pragmatique, tandis que d'autres se demandaient s'il allait suffisamment loin. Al Jazeera l'inscrivait dans une tendance mondiale obligeant les élites traditionnelles à justifier leur existence dans les démocraties modernes. L'impact sur Charles fut profond. En lisant le document divulgué tard le soir dans son bureau privé, il eut l'impression que le sol s'était effondré. Chaque ligne semblait saper non seulement son règne, mais aussi sa raison d'être. Il avait passé des décennies à se préparer à incarner la tradition, à préserver ce que sa mère avait préservé.
À présent, sa sœur et son fils proposèrent de démanteler cet héritage. Sa santé déjà fragile se dégrada encore davantage sous la pression. Pourtant, il ne parvint pas à trouver une réponse décisive. Son silence devint un symbole supplémentaire de l'affaiblissement de la monarchie. Pendant ce temps, la réputation d'Anne s'envolait. Des images d'elle assistant à des événements communautaires calmes et déterminés circulaient largement. Lors d'une réunion caritative à Birmingham, des milliers de personnes l'accueillirent, par des acclamations brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Anne notre espoir ». Elle portait son chapeau à large bord emblématique et un manteau gris dégageant à la fois simplicité et autorité. Dans la foule, on la présentait comme l'incarnation du devoir contrastant son engagement indéfectible avec la fragilité perçue de Charles. Le symbolisme était indéniable, Anne était devenue le visage de la réforme, la championne d'une monarchie qui pourrait encore trouver sa place dans le monde moderne. Pour Guillaume et Catherine, le moment était délicat. S'ils ne s'exprimaient pas ouvertement contre Charles, leur alignement avec Anne tel que divulgué dans le manifeste était évident. Des photos d'eux visitant des écoles ou rencontrant des professionnels de santé paraissaient quotidiennement dans la presse, renforçant l'image d'une jeune génération prête à assumer le leadership. La réaction du public fut enthousiaste, mais les critiques les avertissaient du risque d'être perçus comme des opportunistes profitant du déclin de Charles. Malgré cela, les sondages affichaient un soutien massif au trio Anne, Guillaume et Catherine. Selon un sondage cité par DW, plus de 65% des Britanniques préférèrent leur vision d'une monarchie réformée à l'attachement de Charles à la tradition. L'effervescence médiatique s'intensifia. Tous les tabloïds, tous les journaux télévisés du soir décortiquaient le plan de réduction des effectifs royaux et ses implications. La Grande-Bretagne pouvait-elle accepter une monarchie dépouillée de sa grandeur? La couronne resterait-elle un symbole d'unité si les palais étaient transformés en musées ou en hôpitaux? Les analystes débattèrent sans fin, mais une réalité était claire, la monarchie n'était plus un sujet de vénération silencieuse. Elle était devenue l'objet d'une contestation politique et sociale ouverte. Au terme de cette période mouvementée, une conclusion s'imposait. La contre-attaque de Camilla avait été éclipsée par une vision trop puissante pour être ignorée. La fuite du manifeste transforma le débat passant d'une trahison personnelle à une question nationale. La couronne n'était plus à l'abri derrière des murs dorés. Elle était désormais confrontée à l'examen minutieux d'une société exigeant pertinence et responsabilité. Le conflit entre tradition et réforme avait atteint un point de non-retour et la monarchie elle-même était au bord de la transformation. Le palais ne pouvait plus contenir le poids de la tempête. Après des semaines de silence et d'hésitation, le roi Charles décida d'affronter directement la crise. Ses conseillers le pressèrent de prononcer un discours public devant le Parlement, espérant que sa présence et ses paroles redonneraient à la monarchie sa dignité et rappelleraient à la nation son dévouement de toute une vie. Pour Charles, ce moment était plus qu'une urgence politique. C'était une mise à l'épreuve de son identité, une dernière chance de montrer qu'il n'était pas seulement une figure fragile éclipsée par sa sœur et son fils. Par une froide matinée d'octobre, il entra dans la salle du Parlement vêtu d'un costume noir formel. L'atmosphère était tendue. Les députés occupèrent les bancs, leurs expressions oscillant entre curiosité et scepticisme. Les journalistes se pressaient dans tous les coins, leurs caméras braquées sur le podium. Les pas de Charles étaient lents mais posés, chacun résonnant contre les murs de marbre, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Il atteignit la tribune et ajusta ses papiers, les mains légèrement tremblantes. Au début, sa voix était chaleureuse. Il évoquait la longue histoire d'endurance de la Grande-Bretagne, la façon dont la monarchie avait guidé la nation à travers les guerres, les récessions et les périodes de bouleversement. Il rappelait à l'auditoire que la couronne avait toujours été un symbole d'unité même dans les moments de doute. Mais à mesure qu'il poursuivait la tension, devenait évidente. Son visage pâlit et sa respiration devint saccadée. Lorsqu'il tenta de se montrer rassurant, ses paroles vacillèrent. Soudain, devant des millions de téléspectateurs, l'expression de Charles se figea. Sa main se serra la poitrine, son corps se raidit et sa voix se fendit. Le chaos s'empara de la salle. Les députés bondirent de leurs sièges, leurs assistants se précipitèrent et les caméras capturèrent l'instant, comme si le temps s'était arrêté. Le roi, pâle et tremblant, s'effondra dans les bras de son entourage. Le choc fut instantané. En quelques minutes, l'image fut diffusée dans le monde entier, occupant tous les écrans de Manchester à New York. Le palais publia rapidement un communiqué annonçant que le roi avait subi une légère crise cardiaque causée par le stress et l'épuisement, assurant au public qu'il était stable et sous surveillance médicale. Mais ces assurances ne purent effacer le symbolisme de ce qui venait de se produire. Les commentateurs de la BBC décrivirent cet effondrement comme une métaphore d'une monarchie sous le poids du changement. Reuters rapporta que l'inquiétude concernant la santé de Charles avait intensifié les spéculations sur une abdication, tandis que Deutsche Welle souligna comment cet événement avait accéléré les débats au Parlement sur la succession et la réforme. La réaction du public fut rapide et impitoyable.
Au lieu de manifester de la sympathie, de nombreux Britanniques interprétèrent l'événement comme une confirmation du jugement d'Anne. Les sondages réalisés dans les 24 heures révélèrent un revirement spectaculaire. Près de 70% des personnes interrogées estimaient que Guillaume et Catherine, soutenus par Anne, représentaient l'avenir de la monarchie. Le moment de fragilité du roi n'était plus perçu comme une affaire médicale privée, mais comme un tournant national. Les réseaux sociaux fusèrent de commentaires affirmant que Charles avait essayé mais n'avait pas pu répondre aux exigences de son rôle. À l'intérieur du palais de Kensington, William et Catherine regardaient la retransmission en silence. Les images de son père peinant à terminer son discours pesaient lourdement sur William, déchiré entre amour filial et devoir public. Catherine, consciente des attentes grandissantes, lui rappela que la nation les considérait désormais comme des symboles de renouveau. Leur image, soigneusement cultivée d'accessibilité et de service, n'avait jamais été aussi forte, mais elle s'était faite au prix de profonds conflits personnels. Anne, quant à elle, apprit la nouvelle dans sa propriété du Gloucestershire. Pendant un bref instant, la douleur traversa son visage, mais elle reprit rapidement son calme. Elle comprit que l'effondrement de son frère allait marquer à jamais le débat. La monarchie était à la croisée des chemins et la nation n'attendrait pas que Charles soit complètement rétabli pour exiger une nouvelle direction. La presse internationale a accentué la pression. Les chaînes américaines ont présenté ce moment comme un rapport royal britannique, tandis qu'Al Jazeera rapportait comment les pays du Commonwealth remettaient en question leur loyauté envers une monarchie jugée désuète et instable. En Australie, les appels à un référendum républicain ont redoublé tandis que les journaux canadiens se demandaient si Guillaume présenterait un visage moderne capable de préserver l'Union. Au palais de Buckingham, Camilla tenta de garder le contrôle. Elle ordonna à ses proches collaborateurs de souligner la résilience de Charles et demanda à ses alliés médiatiques de le présenter comme la victime d'une trahison impitoyable de sa famille. Pourtant, cette tentative sonna creux. Impossible d'ignorer la vision d'un monarque s'effondrant au Parlement. Chaque gros titre, chaque émission retransmettait la même image, un roi incapable de supporter le poids de la couronne. L'effondrement devint le symbole de la fin d'une époque. Pour l'opinion publique, il marqua non seulement la fragilité d'un homme, mais aussi l'épuisement d'un modèle de monarchie devenu inadapté aux exigences modernes. Le Parlement se prépara à de nouveaux débats sur la réforme. Les militants organisèrent des rassemblements appelant au changement et l'alliance d'Anne-Guillaume et Catherine se renforça dans l'imaginaire collectif. Ce qui n'était que des murmures de transition devint un véritable fracas. À la fin de la semaine, la Grande-Bretagne comprit que le règne de Charles était entré dans son dernier chapitre. La question n'était plus de savoir si la monarchie allait changer, mais à quelle vitesse et sous la direction de qui. L'effondrement du Parlement était plus qu'un simple incident médical. C'était un moment gravé dans l'histoire, un tournant sans retour. Les conséquences de la chute de Charles au Parlement ne se sont pas apaisées. Au contraire, elles ont déclenché une tempête plus vaste qui s'est étendue des rues de Londres aux couloirs du gouvernement. La monarchie, autrefois considérée comme intouchable, était désormais confrontée à un jugement que peu avaient anticipé si soudain. Le manifeste réduction des effectifs royaux, déjà en circulation avant la crise sanitaire du roi, est devenu le point central du débat national. Ces propositions visant à réduire les dépenses de la monarchie de plus de moitié, à fermer les palais inutilisés et à réorienter les fonds vers la santé et l'éducation ont trouvé un écho auprès d'une population lasse des difficultés économiques. Des foules ont commencé à se rassembler dans les grandes villes. À Birmingham, Manchester et Glasgow, des pancartes appelant à « le devoir avant tout » et à une monarchie pour le peuple. Devant le palais de Buckingham, des manifestants ont exigé transparence et réforme, scandant le nom d'Anne aux côtés de celui de William. Les manifestations pacifiques mais déterminées ont attiré l'attention non seulement des médias nationaux, mais aussi d'agences comme Reuters et la BBC qui ont souligné le caractère inédit de ce rassemblement de milliers de personnes en faveur d'une réforme interne de la royauté. Le Parlement devint bientôt le champ de bataille où les idées du manifeste furent mises à l'épreuve. Les députés de l'opposition saisirent l'occasion pour exiger un changement radical, utilisant l'inquiétude pour la santé de Charles comme preuve qu'une transition était inévitable. Rachel Carter, figure montante du Parti travailliste, prononça un discours enflammé dénonçant les extravagances de la monarchie alors que les hôpitaux étaient en difficulté et les écoles en ruine. Ces propos furent accueillis par un tonnerre d'applaudissements de son côté de la Chambre, tandis que les députés royalistes restaient assis, le visage sombre, incapables de faire face à la vague montante. La Deutsche Welle nota que le débat s'était déplacé de la question de la nécessité d'une réforme vers son ampleur. Pendant ce temps, l'alliance d'Anne-Guillaume et Catherine prenait forme plus visiblement. Leurs apparitions publiques étaient soigneusement programmées pour projeter une image de service et de renouveau. Anne participait à des événements caritatifs, sa présence rayonnant de stabilité. Guillaume et Catherine visitèrent des écoles et des hôpitaux, leurs gestes de compassion étant largement relayés sur les réseaux sociaux. Les analystes de la BBC soulignaient comment leur stratégie reflétait les campagnes politiques de moderne rigueur du message, symbolisme visuel et lien affectif avec les citoyens ordinaires.
Le trio fut surnommé dans la presse le triangle de la Renaissance, symbole d'une monarchie en quête de réinvention. Pourtant la lutte était loin d'être terminée. La reine Camilla poursuivit sa contre-offensive déterminée à empêcher le plan de réduction des effectifs de définir l'avenir de la monarchie. Elle intervint dans une interview très médiatisée sur la BBC, soulignant la tradition et le rôle de symbole unificateur de la monarchie. Ses propos séduisirent une partie du public, notamment les générations plus âgées, mais furent rapidement éclipsés par les fuites d'informations sur le manifeste qui firent la une des journaux pendant des semaines. Le Guardian décrivit l'affrontement comme une guerre de vision menée non pas avec des épées, mais avec des symboles et des idées. Hors de Grande-Bretagne, les répercussions se firent de plus fortes. En Australie, les politiciens renouvelèrent leurs appels à un référendum républicain invoquant l'instabilité de la couronne comme justification. Les commentateurs canadiens se demandèrent ouvertement si Guillaume et Catherine parviendraient à présenter une image nouvelle et suffisamment forte pour maintenir leur lien avec le Commonwealth. Al Jazeera intégra la crise à une tendance mondiale, soulignant comment les institutions traditionnelles de l'Europe à l'Asie étaient contraintes de s'adapter sous peine de s'effondrer. La monarchie britannique, autrefois considérée comme au-dessus de la politique, était devenue un cas d'école de l'évolution du pouvoir au XXIe siècle. Pour Charles, la popularité du manifeste était une blessure amère. Dans son cabinet privé, il lisait des comptes rendus de manifestations et des éditoriaux vantant la vision d'Anne. Chaque mot lui rappelait que le public ne le voyait plus comme l'avenir. Sa santé l'empêchait d'agir avec audace, mais même s'il avait été fort, la situation semblait irréversible. Ses conseillers l'exhortaient à résister et à tenir bon comme sa mère l'avait fait autrefois, mais l'atmosphère laissait penser que la résistance ne ferait qu'aggraver la crise. Guillaume, en revanche, dut faire face au coût émotionnel de son passage dans l'ombre de son père, alors qu'il était encore en vie et régnait. Chaque jour, le poids des attentes s'alourdissait, et pourtant, il continuait à se présenter publiquement comme calme accessible et posé. Catherine resta à ses côtés, son assurance renforçant l'image d'une famille prête à diriger. Avec Anne, ils façonnèrent l'image d'une monarchie dépouillée de tout excès et dévouée au service du peuple. Au début de l'hiver, le manifeste, initialement en document fuité, s'était transformé en mouvement. Les manifestants s'organisèrent sous le slogan « Notre avenir, notre monarchie », tandis que les journaux présentaient le débat comme la crise la plus importante depuis l'abdication d'Édouard VIII. Le symbolisme de l'effondrement de Charles persistait dans tous les titres. Son règne était de plus en plus décrit au passé même s'il demeurait roi. La révolution réformatrice n'était plus une idée murmurée dans les couloirs. Elle était devenue la voix forte et insistante de la nation. La question n'était plus de savoir si la monarchie allait changer, mais jusqu'où irait la transformation. Et dans toutes les conversations des parlementaires aux citoyens ordinaires, une phrase revenait: le devoir avant tout. La survie de la couronne dépendait désormais de sa capacité à incarner ce principe ou de sa capacité à se briser sous le poids de l'histoire et de la demande publique. La monarchie avait déjà traversé des tempêtes, mais rien de comparable aux turbulences de ce moment. L'effondrement de Charles au Parlement, le manifeste pour une réduction des effectifs et la popularité croissante d'Anne Guillaume et Catherine convergeaient vers un récit unique, une époque touchée à sa fin et une nouvelle s'ouvrait déjà. Ce qui avait commencé comme une querelle familiale était désormais une question nationale et un spectacle mondial. À l'intérieur du palais de Buckingham, Charles traversa ses heures les plus solitaires. Sa santé se stabilisa sous surveillance médicale, mais son moral s'affaiblissait. Chaque rapport de ses conseillers ne faisait qu'accentuer son sentiment d'isolement. Les journaux ne spéculaient plus sur la possibilité d'une réforme, mais sur le moment de la transition. Les sondages affichaient un soutien massif à Anne et aux jeunes membres de la famille royale, et les gros titres internationaux décrivaient Charles comme un monarque à la dérive dans un siècle qu'il ne parvenait pas à maîtriser. Il apparaissait occasionnellement sur des photographies soigneusement arrangées, se promenant dans les jardins ou saluant les officiels, mais le public percevait la chorégraphie. L'image de son effondrement avait laissé une empreinte indélébile qu'aucune mise en scène ne pouvait effacer. Anne, en revanche, devint une figure plus grande qu'elle-même. Lors des événements organisés à travers le pays, elle fut accueillie non pas par des applaudissements polis, mais par des chants de soutien fervent. Sa réputation de princesse infatigable fut ravivée, désormais associée à l'aura de la réforme. Aux yeux du public, elle ne cherchait pas une couronne pour elle-même, mais se battait pour une monarchie au service de ses intérêts. À Balmoral, elle passait souvent ses soirées à méditer, relisant les lettres de sa défunte mère. Ces mots lui rappelaient que le trône était un fardeau, non un privilège, et renforçaient sa conviction que c'est le sacrifice et non le symbolisme qui maintiendrait la monarchie en vie. Guillaume et Catherine portèrent également leur part du fardeau. Ensemble, ils se mirent dessous les projecteurs, incarnant la promesse d'une monarchie capable de s'adapter. Des foules se rassemblaient par dizaines de milliers à chaque apparition, brandissant des banderoles, proclamant leur loyauté envers les futurs rois et reines. Le sang-froid de Catherine et le calme mesuré de Guillaume créaient une image de stabilité qui contrastait fortement avec la vulnérabilité de Charles.
Pour de nombreux Britanniques, le couple représentait non seulement la continuité, mais aussi le renouveau de la confiance. Leurs enfants, bien qu'à l'abri de la politique, devinrent des symboles d'innocence et d'un avenir préservé du passé. À l'échelle internationale, l'histoire a eu des répercussions. Les pays du Commonwealth ont réévalué leurs liens. Au Canada, le débat sur l'indépendance vis-à-vis de la couronne a repris. En Australie, les mouvements républicains ont saisi l'occasion pour réclamer un nouveau référendum. En Nouvelle-Zélande et dans les Caraïbes, les voix se sont élevées pour réclamer l'autodétermination. La monarchie, autrefois source de soft power à l'étranger, était devenue le reflet des fractures internes de la Grande-Bretagne. Des médias comme Al Jazeera et Reuters ont souligné le symbolisme de cette transformation, la décrivant comme une lutte plus large entre tradition et réforme dont les répercussions se font sentir dans le monde entier. Au sein du palais, Camilla livra ses derniers combats. Elle chercha à préserver l'héritage de son mari en ralliant ses fidèles et en lançant des appels médiatiques. Pourtant, ses propos, bien que raffinés, échouèrent. Chaque tentative de défendre la tradition ne fit que souligner l'élan réformateur. Ses interviews, autrefois destinées à projeter une autorité, sonnaient désormais sur la défensive. Elle était présentée dans la presse comme une gardienne du passé, tandis qu'Anne-Guillaume et Catherine étaient représentées comme les architectes de l'avenir. Le contraste devint insurmontable. Au début du printemps, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées devant le palais de Kensington, bravant la bruine froide pour manifester leur soutien à l'Alliance. Elles portèrent des banderoles proclamant « le devoir avant tout et notre avenir ». Le spectacle de ces foules acclamant non pas le monarque régnant, mais ses héritiers témoignait de l'évolution de la monarchie dans l'imaginaire collectif. Parallèlement, au sein du Parlement, les débats s'intensifiaient quant à l'abdication de Charles. Certains députés plaidaient pour une transition en douceur afin de préserver la stabilité, tandis que d'autres appelaient à un référendum sur la monarchie elle-même. Pour Charles, la pression était insupportable. Seul dans la salle du trône, il restait souvent assis en silence, serrant contre lui le petit insigne de son règne, gravé des mots « foi » et « tradition ». Il murmurait des questions dans le vide, se demandant si son attachement à la continuité ne l'avait pas aveuglé au changement. Son règne bref et mouvementé semblait destiné à rester dans les mémoires, non pas pour ses exploits, mais pour la lutte entre le passé et l'avenir. Anne, William et Catherine, désormais fermement reconnus comme le triangle de la Renaissance, se préparaient aux défis à venir. Ils savaient que le poids des réformes ne serait pas léger et que chacune de leurs promesses serait mise à l'épreuve par les réalités de la gouvernance et de la tradition. Pourtant, le cours de l'histoire était de leur côté. Ils constituaient non seulement une alliance familiale, mais aussi des symboles du renouveau dans un pays en quête de pertinence et d'espoir. À l'aube de ce printemps, une vérité s'était cristallisée, l'ère de Charles était révolue, même si aucune abdication officielle n'avait été déclarée. La monarchie était entrée dans une nouvelle ère où la légitimité ne se mesurait plus seulement au droit de naissance mais au service et à la confiance. La Grande-Bretagne, longtemps habituée à vénérer la couronne comme un symbole au-dessus de la politique, la considérait désormais comme une institution responsable devant le peuple. La couronne elle-même subsistait, mais sa signification avait changé à jamais. L'histoire d'un roi, chancelant d'une sœur défiante et d'héritiers nés dans son ombre, restera dans les mémoires comme un tournant. Il ne s'agissait pas seulement d'une lutte de personnalité, mais de la transformation d'une institution qui avait perduré pendant des siècles. Et dans cette transformation, la monarchie a découvert que sa survie ne dépendrait plus seulement de la tradition, mais de sa volonté d'incarner le devoir qu'elle prétendait représenter.